Aliou Boubacar Diallo, un candidat à la présidentielle malienne, dénonce la mauvaise gestion de IBK et exhorte à la tenue d'une élection crédible. Ouverture du 14e congrès des radiologues au Cameroun. Le séminaire regroupe les chercheurs et techniciens à Douala, la cité économique camerounaise. Puis marathon pour la paix au Kenya. Son objectif est de réconcilier les communautés dont les rapports sont mis à rude épreuve depuis l'an dernier. Merci de préférer Sika TV pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Aliou Boubacar Diallo, candidat à la présidentielle au Mali, a donné de la voix en France. Il exhorte toutes les parties à assurer que le scrutin ait bien lieu fin juillet et ce en toute crédibilité. Voici le reportage. L'élection présidentielle malienne prévue pour le mois de juillet fait couler beaucoup de salive, notamment chez les candidats en lice pour le scrutin. Parmi eux, Aliou Diallo, propriétaire d'une mine d'or au Mali et également propriétaire d'actifs dans les secteurs pétroliers et gaziers. Le candidat exige la tenue à bonne date du scrutin présidentiel. Il dénonce par ailleurs la gestion de l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est dans le trou. Le pays est sur cale. Ils ont failli, ils ont mal géré le pays. Il y a des rébellions à répétition. Le phénomène terroriste a pris le dessus. Quelle confiance peut-on avoir en eux de pouvoir organiser les élections du 29 juillet? C'est pour ça que nous demandons l'implication de l'OIF, de l'Union européenne et de la MINUSMA pour que ces élections puissent se faire. Le parti d'Aliou Diallo, l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, a quitté en 2016 la majorité pour rejoindre les rangs de l'opposition. Les élections régionales déjà reportées de décembre à avril ont de nouveau été repoussées à la fin de l'année. Les municipales, quant à elles, avaient dû être reportées à plusieurs reprises pour se tenir en novembre 2016 sur une partie seulement du territoire en raison des violences. La cérémonie d'ouverture du 14e congrès des radiologues, chercheurs et techniciens a eu lieu à Douala, la cité économique du Cameroun. C'était en présence du représentant du gouverneur de la région du littoral. Le reportage est signé Narcissou. La cérémonie d'ouverture du 14e congrès des radiologues, chercheurs, techniciens a eu lieu à Douala, la cité économique du Cameroun, par le représentant du gouverneur de la région du littoral, à empêcher. Au nom de la grande famille de la santé du Cameroun, je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous nos frères et sœurs de la communauté linguistique francophone venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Ce rendez-vous scientifique annuel qui regroupe environ 300 médecins spécialisés en radiologie, des ingénieurs biomédicaux, des techniciens d'imagerie médicale d'Afrique francophone, mais aussi des représentants industriels et des invités des pays francophones non africains. Ces journées de radiologie ont pour ambition non seulement de partager les expériences entre les praticiens en imagerie, mais également de contribuer à la formation de la jeunesse, laquelle jeunesse constitue la relève de demain. Pendant 4 jours, ces spécialistes des métiers de la radiologie se pencheront sur la thématique « L'accès optimal aux technologies avancées en imagerie médicale en Afrique ». Le gouvernement ne peut plus tout faire. Il faut que le gouvernement s'associe au privé pour que même nos régions les plus reculées puissent être équipées du matériel moderne, chose que nous n'avons pas encore en Afrique. Permettre à chaque Africain d'avoir accès à une meilleure qualité de soins par les technologies avancées en Afrique est l'objectif principal de cette 14e journée de radiologie d'Afrique francophone qui se tiennent pour la 3e fois au Cameroun. En République démocratique du Congo, l'armée est accusée pour le 5e mois consécutif d'être les premiers responsables de violation des droits de l'homme dans les zones de conflit. C'est ce que dénonce un rapport du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme dans ce pays. Reportage.
Pour le 5e mois consécutif, les agents de l'État ont commis plus de violations, avec 60% que les groupes armés, 40% dans les zones en conflit, selon ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH. Parmi toutes les parties au conflit, les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, sont les principaux responsables des violations dans ces provinces, tandis que les combattants Mai Mai Mazembe sont les principaux responsables parmi les groupes armés, précise le rapport. Selon le BCNUDH, près de 45% de ces violations ont été documentées dans la province du Nord Kivu, qui reste la plus affectée, suivie du Sud Kivu et du Kasaï au centre. Contactées, les autorités politico-militaires congolaises n'ont pas réagi immédiatement. Les provinces du Nord et du Sud Kivu sont déchirées par des conflits armés depuis 23 ans. Des dizaines de groupes armés locaux et étrangers s'y battent pour le contrôle de zones riches en ressources naturelles. Depuis le début de l'année, l'armée a lancé de nouvelles offensives contre des groupes d'autodéfense congolais et les rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées. Les ADF sont accusés par le gouvernement congolais et la mission de l'ONU au Congo, MONUSCO, d'être auteurs des massacres de plusieurs centaines de civils depuis octobre 2014. Une version remise en cause en 2015 par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, selon lequel les responsabilités sont partagées entre les ADF, mais aussi d'autres éléments armés, parmi lesquels des soldats de l'armée régulière. Au Kenya, des pluies torrentielles tombent sur Dadaab, dans l'est du pays, où vivent 235 000 réfugiés, en majorité d'origine somalienne. Un changement climatique brutal qui n'est pas sans répercussions. Reportage. Hassan Youssouf est désemparé, tout son quartier est inondé, l'eau monte jusqu'à 1 mètre de hauteur. Certains enfants en profitent pour nager, les plus grands jouent au foot sur un terrain submergé d'eau, mais pour les adultes, l'eau est signe de catastrophe. La mère de Hassan est aveugle, elle ne peut plus bouger et doit rester sur un lit les pieds dans l'eau. Je ne sais pas où aller, alors j'espère me trouver un endroit sec pour m'installer. À quelques kilomètres de là, Mokhtar Dahari et ses amis fabriquent un barrage. L'eau n'a pas encore touché leurs habitations, mais elle n'est pas loin. Sa plus grande crainte est la propagation de maladies. Quand il pleut, il y a des inondations. L'eau se mélange à celle des latrines et cela véhicule des maladies. Les personnes malades n'ont aucun accès au centre de santé en cas d'urgence. Le principal danger, le choléra, mais aussi un risque d'augmentation de cas de paludisme. Pour les habitants de Dadaab, habitués aux saisons arides et aux longues périodes de sécheresse, la pluie n'est malheureusement pas une bonne nouvelle. Quand c'est la sécheresse, c'est aussi terrible. Les besoins alimentaires sont très élevés. Quand il pleut, c'est aussi terrible. La situation à Dadaab, c'est que nous sommes maudits quand il ne pleut pas et maudits quand il pleut. Au fil des saisons des pluies, des dizaines de milliers de personnes ont été atteintes du choléra à Dadaab. La dernière fois qu'il y a eu autant de pluie en 2015, 14 personnes sont mortes du choléra d'après l'UNICEF. Des guerriers du nord du Kenya venant de différentes communautés ethniques participent à un marathon de la paix. C'est la première d'une série d'événements sportifs qui visent à renforcer les efforts de réconciliation en cours entre les communautés. 16 conservatoires communautaires sous l'égide du NRT représentent aujourd'hui environ 10 communautés ethniques différentes et les jeunes sont ici aujourd'hui parce qu'il est très important que nous soutenions la paix entre les communautés et entre les gens et la faune. Ce sont des gens qui ont été impliqués à plusieurs reprises dans le vol de bétail et nous essayons donc de dire que nous pouvons utiliser un marathon, une course de 21 km pour rassembler ces guerriers de différentes communautés pour courir et se lier dans le processus. Et aujourd'hui, le gagnant partira avec un bœuf et nous savons qu'ils aiment beaucoup le bétail et qu'il s'agit donc de les rassembler vraiment. And so it's about really bringing them together. Je n'ai jamais participé à une course. Quand on nous a demandé de participer à celle-ci, dont le gagnant ramène une vache à la maison, j'ai été obligé d'y réfléchir. J'ai couru parce que je savais que j'allais gagner un bœuf. C'est un bœuf légitime. Contrairement à ceux pour lesquels nous nous battons et que nous volons aux propriétaires légitimes, c'est un bœuf pour lequel je sais que j'ai travaillé dur. Je crois que lorsque Dieu m'a béni avec lui, il m'aidera beaucoup.
Direction l'Espagne où se ferme un chapitre de l'histoire basque laissant place à un nouveau. L'organisation indépendantiste ETA a demandé pardon à une partie de ses victimes, préambule d'une prochaine dissolution unilatérale début mai. En 2011, l'ETA a déclaré le cessez-le-feu mettant ainsi fin à 40 années de violence. Né en 1959 dans la lutte contre le franquisme, le groupe poursuivra sa lutte armée après le retour de la démocratie au nom de l'indépendance de la région. Voici le reportage. Ils sont arrivés en courant et ils ont lancé des cocktails Molotov à l'intérieur de la maison du peuple. À l'intérieur, il y avait ma maman et ils l'ont brûlée vive. Yvan avait à peine 13 ans lors de cet attentat de 1987, revendiqué a posteriori par l'ETA. C'est donc avec émotion qu'il a accueilli la demande de pardon faite par le groupe séparatiste à quelques jours de sa dissolution, prévue début mai. Mais Yvan craint la libération de certains détenus basques. L'un des assassins de sa mère, déjà sorti de prison, vit près de chez lui. Je vais à la piscine et il nage dans la ligne d'à côté. J'y vais avec mon fils et mon fils joue dans la même piscine que son fils. On va dans les parcs et son fils joue dans le même parc que mon fils. Aux 829 victimes attribuées à l'organisation séparatiste, il faut ajouter les personnes mortes ou torturées dans les propres rangs de l'ETA. En 1992, Encarni collaborait depuis plusieurs mois avec l'ETA lorsque la garde civile l'a brutalement arrêté, emprisonné puis torturé pendant 5 jours. Elle se considère victime, elle aussi, de ce qu'elle juge être du terrorisme d'État. J'espère me tromper, mais je ne pense pas que demain, ils demanderont pardon. J'espère vraiment que je me trompe et que demain, ils feront une annonce publique disant « On demande aussi pardon pour toutes les victimes de violences policières ». Après 4 décennies de violence, le travail de mémoire ne fait que commencer. Notamment avec l'ouverture du dialogue entre les différentes parties de ce conflit. Au sanctuaire de Loyola, où s'étaient déjà tenus des pourparlers en 2006, le père Manu Aroué prépare des ateliers de parole. Ces rencontres nous aident à unir, à construire des ponts entre les différentes souffrances. Il y a énormément de gens avec énormément de blessures qu'ils doivent soigner et résoudre, et se pardonner et se réconcilier. La demande de pardon et la dissolution du groupe séparatiste sont une avancée majeure dans le processus de réconciliation. Mais la société reste profondément divisée et il faudra encore du temps à l'Espagne pour tourner l'une des pages les plus sombres de son histoire moderne. Puis en France, le président Emmanuel Macron a appelé ce jeudi à Paris les participants internationaux à la conférence No Money for Terror sur le financement du terrorisme à mieux coopérer. L'objectif est de priver les mouvements djihadistes de fonds et de moyens d'opérer. On le suit. Cette coalition de Paris prolongera dans le domaine du financement et avec une vocation mondiale le travail réalisé depuis 2014 dans le cadre de la coalition internationale contre Daesh et au Levant. Ce que nous avons réussi à faire sur le terrain d'un point de vue militaire, nous devons le faire dans la lutte contre le financement de Daesh et Al-Qaïda, avec la même force, la même détermination, la même clarté et la même solidarité. Nos ennemis sont mobiles et inventifs. Ils changent de tactique en permanence. Ils changent de terrain d'opération en permanence. Ils utilisent toutes les technologies contemporaines. Ils sont présents sur Internet. Ils manipulent nos opinions publiques. Ils s'infiltrent au cœur de nos sociétés. Ils développent une réplique d'eux-mêmes au sein de nos sociétés à travers ce qu'on appelle aujourd'hui un terrorisme plus endogène. Et ils utilisent toutes les formes contemporaines de financement et de transformation. Et c'est sur ces propos d'Emmanuel Macron que s'achève cette édition. Merci d'avoir suivi et très bonne suite de programme sur SICA. À bientôt.